Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping, et aussi les modalités de financement de l'accès aux vacances, par exemple chèque de vacances, et le régime fiscal du tourisme. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on s'est dit avec les alchimistes avocats que l'on pourrait vous aider avec un rendez-vous mensuel sur Expérientiel. Chaque mois, avec Chloé Reslan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast Expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Chloé, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour François, je vais très bien et toi ? Ça va. Alors dis-moi, on parle de quoi aujourd'hui ? Alors accroche-toi bien, parce qu'aujourd'hui on parle droit des assurances. Aïe. Je sais, mais il fallait le faire, et on y est, c'est aujourd'hui. Parce que c'est un sujet, je veux dire, qui n'est pas toujours agréable. Déjà parce qu'on ne comprend pas tout. C'est sûr. Et puis que c'est... Bonjour Taco, j'ai mon chien qui dit bonjour. On ne comprend pas tout, et puis c'est compliqué, etc. Donc, comment veux-tu qu'on aborde ça ? On va commencer peut-être par le b.a.-ba, non ? Commençons par le b.a.-ba, parce que c'est sûr que l'assurance, c'est un concept qu'on croise tout le temps, tous les jours dans nos vies. Alors, tous les jours, je pousse un peu peut-être, mais si on s'arrête un peu sur la vie quotidienne, l'assurance, c'est partout, tout le temps. Et je trouvais que c'était important d'en parler parce que c'est mal compris, parce que c'est vraiment ce document qu'on signe sans vouloir trop le lire, sans vouloir trop le regarder. Et pourtant, c'est vraiment le nerf de la guerre, et notamment dans les activités professionnelles et pas que. Donc je crois que c'est quand même très important que nos chers auditeurs le comprennent et surtout démystifient complètement l'assurance, même si je sais que c'est pas très sexy. Donc le b.a.-ba, c'est quoi ? L'assurance, je vais pas vous donner des définitions, on fait pas ça dans le podcast, mais c'est vraiment cette opération par laquelle on a un assureur qui va indemniser un assuré en cas de survenance d'un risque. Un risque, un sinistre. Et la contrepartie, c'est quoi ? Le paiement de la prime. Le problème, c'est que souvent, on entend, moi, je paye ma prime, mais j'ai pas ma contrepartie qui est l'indemnisation à laquelle je pensais avoir droit. Et c'est ça, le problème, et la frustration de l'assurance. C'est qu'on a tous entendu ou dit un jour, j'ai l'impression que mon assureur, il m'indemnise pas quand j'ai besoin. Sauf quand on est sur des toutes petites sommes, avec le mini dégâts des eaux, et encore, c'est de plus en plus compliqué. Donc, faut comprendre qu'en assurance, il y a plusieurs types. On a plein de typologies d'assurance et on va clairement pas rentrer là-dedans, mais il y a quand même les assurances obligatoires et les assurances facultatives. Ça, c'est quand même hyper important de savoir qu'il y a des assurances obligatoires. Vous le savez, puisque vous avez tous une assurance auto, parmi les assurances obligatoires. Quand on est locataire, on est obligé de souscrire une assurance. Voilà, il y en a qui sont bien connus. Il y en a qui sont moins connus. Et notamment sur certaines professions. Les avocats, par exemple, on a une assurance obligatoire. Et on a parlé aussi, dans un précédent épisode, de l'assurance responsabilité civile professionnelle des agents de voyage. Tu t'en rappelles, François ? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'était notre dernier épisode sur les responsabilités. Il y avait exactement. On en a parlé aussi au moment de l'immatriculation, parce que pour être immatriculé agent de voyage, il faut obligatoirement justifier de son assurance responsabilité civile professionnelle. Il y a un certain nombre de professions qui sont obligées d'assurer. Donc ça, c'est la responsabilité, mais on assure aussi les biens, biens meubles, biens immeubles. Donc on va assurer, par exemple, si on est
je sais pas, on se lance dans les tiny house, il va falloir assurer sa tiny house, ces tiny house contre les dégradations matérielles, le vol, la casse. Donc l'assurance, elle régit à peu près tout et partout, mais tout n'est pas obligatoire. On n'est pas forcément obligé d'assurer sa tiny house, mais sauf que s'il y a une tempête et que tout part à volo, on est bien content d'avoir un assureur qui indemnise. Donc, première étape, quand on est professionnel, c'est déjà de s'interroger sur est-ce qu'il y a une assurance obligatoire qui va venir régir mon activité. Donc, si je suis loueur de moto ou loueur de vélo électrique, est-ce que j'ai l'obligation d'assurer mes vélos électriques ou pas? Est-ce que j'ai l'obligation d'assurer mon activité ou pas? Ça, c'est la première chose. Toujours se demander c'est quoi mes obligations. C'est très facile de trouver l'info, même sur Google, vous avez quand même beaucoup de développement là-dessus. Et donc c'est essentiel de se renseigner. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'il faut pas le faire. Donc il y a vraiment besoin de faire des choix. Il y a besoin de faire des choix. Bien sûr, on peut pas tout assurer tout le temps. Et à part l'aspect financier, sur quel axe on doit faire ces choix à ton avis? C'est quand même essentiellement l'aspect financier, parce que finalement, c'est quoi un sinistre? Généralement, ça se traduit par soit moi je dois indemniser ma victime. Par exemple, je suis professionnelle, quelqu'un s'est blessé dans mon hôtel parce que la personne a glissé sur un sol mouillé et je suis hôtelier. Je vais devoir l'indemniser. C'est un dommage corporel. Ça peut monter assez haut, un dommage corporel, 40, 50, 60 000, 100 000 si on est sur quelque chose de très grave. Et donc l'hôtelier, il a pas forcément les fonds. Donc ça va quand même être ça, parce que quand on commet une faute très grave, par exemple pénale, l'assurance, elle ne joue pas, elle va pas t'empêcher d'aller en prison. Donc c'est essentiellement économique. C'est essentiellement économique et de se dire, ok, qu'est-ce qui va mettre en péril soit mon activité, soit ma responsabilité en tant qu'individu, même si on sort de la sphère professionnelle. Par exemple, un voyageur qui va faire du jet ski à l'étranger, et s'il a une assurance responsabilité civile qui ne couvre pas ses activités à l'étranger, et que malheureusement il a un accident de jet ski ou de vélo ou peu importe, et qu'il blesse un tiers, il va falloir qu'il indemnise cette pauvre victime. Donc ça va pas lui enlever sa culpabilité, ça c'est sûr, sa culpabilité et ses remords et ses regrets, et l'empêcher et l'aider à dormir la nuit. Mais par contre, il sait que la victime va pouvoir être indemnisée comme il faut. Donc ça c'est important financièrement, et c'est important de se dire aussi, si je cause un dommage, finalement je suis en capacité grâce à mon assureur de réparer ma faute. Parce que sinon ça peut donner lieu à des situations personnelles ou professionnelles extrêmement délicates, et en plus se dire qu'on peut avoir une victime en face qui n'est pas correctement indemnisée aussi. Donc c'est avant tout un coût financier, c'est préserver sa santé économique, être bien assuré. Puis c'est quelque part aussi se dire que si jamais c'est nous qui sommes responsables, ça peut arriver, même par négligence, on permet à la victime d'être indemnisée comme il faut. Alors cette notion de risque, moi ce qui est intéressant, c'est que des fois on se pose des questions en disant le risque de probabilité sont minimes, donc je vais pas prendre l'assurance. Et oui, mais ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, si le risque est minime, l'assureur, il a une prime minime. C'est-à-dire que comment l'assureur il calcule sa prime? Alors c'est des calculs extrêmement complexes que je ne comprends évidemment pas, mais l'aléa, le risque, la probabilité que ce risque se réalise, c'est ce qui permet à l'assureur de définir le montant de la prime. Donc si on est sur un risque qui est extrêmement minime, normalement on ne paiera pas très cher. Alors après, il faut évidemment faire ses calculs. Si finalement on se dit vaut mieux que je mette de côté moi tous les mois plutôt que de payer une assurance, parce que quelque part le plafond d'indemnisation, c'est-à-dire le maximum qu'ils veulent bien me donner, il est tellement bas que je peux mettre ça de côté moi-même, pourquoi pas. On peut constituer sa propre assurance aussi, mais pas pour tout. Pas pour des sinistres qui potentiellement, en tout cas, sauf si on a beaucoup de sous, mais qui vont avoisiner les dizaines ou les centaines de milliers d'euros, voire les millions. Après, on va peut-être pas parler de sinistres d'une telle ampleur tout de suite, mais voilà, il faut avoir conscience que ça peut aller quand même assez vite, l'indemnisation assez haut. Et puis, sans parler d'argent, c'est peut-être aussi
un des risques, c'est de tout perdre. Ben oui, c'est tout perdre. Donc en fait, financièrement, si on peut pas suivre, on ferme boutique, tout simplement. Donc on perd tout. On perd tout, et donc c'est aussi le choix du confort. C'est vraiment dormir sur ses deux oreilles, quoi. C'est-à-dire si jamais il y a un accident, quel qu'il soit, un sinistre, bah, je suis assurée. Et le mieux, c'est d'être bien assuré. C'est-à-dire qu'il suffit pas juste d'avoir un contrat d'assurance. Il faut un contrat d'assurance qui assure effectivement son activité et qui assure effectivement les vrais risques qu'on peut faire courir à son activité ou à soi-même. Ces contrats d'assurance, Ouais. c'est pas toujours très compréhensible. C'est des usines à gaz. Okay. Ouais. Ensuite, il y a toujours la petite ligne auquel que tu n'as jamais lu. Ça fait 12 pages. Oui. Tu n'as pas le temps de lire. Tu signes sans lire, etc. Et puis, au moment où il y a un pépin, bah, tu te rends compte que l'assurance ne te rembourse pas auquel tu t'attendais, le montant auquel tu t'attendais, etc. Et puis, ça crée une situation relationnelle où tu te dis, bah, je me suis fait un peu avoir. Tu vois. Ah bah ça c'est sûr. Qui n'a jamais dit ou n'a jamais entendu, je comprends pas pourquoi je paye une assurance parce que de toute façon ils m'indemnisent pas. Exactement. Moi je l'entends tout le temps. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi au début du Covid avec la question de l'indemnisation des pertes d'exploitation de tous les restos, les hôtels qui ont fermé et qui ont demandé du coup une indemnisation à leur assurance quand ils avaient une assurance perte d'exploitation, avec les assureurs qui ont pu dire bah non c'est pas couvert ou trouver des clauses d'exclusion pour refuser la garantie et de dire bah finalement à quoi bon. Donc autant ne pas payer de primes et ne pas être assuré. Comment on identifie justement quand on lit un contrat quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir quand on lit un contrat justement? Alors justement, c'est-à-dire que pour éviter de se trouver dans cette situation où on a un refus d'indemnisation qu'on estime être totalement injuste, le refus d'indemnisation, sauf si l'assureur lit mal ses propres clauses, ce qui peut arriver, mais il est justifié par ce qui a marqué dans le contrat. Ça c'est sûr, c'est pas, ça ne peut pas en être autrement. Donc il faut évidemment le lire ce contrat, sauf qu'on sait qu'il est difficile à lire. Donc l'idée c'est ici aujourd'hui de vous accompagner un peu dans la lecture de ce contrat d'assurance, de cette police d'assurance. Bon, déjà la première chose avant même de lire le contrat, c'est qu'est-ce que j'ai dit moi à mon assureur, comment j'ai exprimé mon besoin d'assurance. Si on lui dit juste voilà, je suis hôtelier, j'ai besoin d'une assurance, ou je suis agent de voyage, j'ai besoin d'une assurance, et qu'on n'explique pas du tout ce qu'on fait dans le détail ou qu'on l'explique par téléphone et pas par écrit. Si vous avez des spécificités dans votre activité qui font que le risque est un petit peu plus important, par exemple, vous êtes hôtelier, mais vous êtes hôtelier dans une zone particulièrement protégée ou je sais pas, que vous vendez aussi d'autres activités, par exemple, vous proposez d'autres expériences, enfin, il y a quelque chose d'un peu unique dans votre activité ou à risque. Donc, par exemple, si vous êtes agent de voyage et que vous vendez des séjours outdoor en pleine nature, où le client est en autonomie et il va faire du saut à l'élastique, c'est pas la même chose que si vous vendez un séjour tout compris où le client ne sort jamais de son hôtel, parce que le risque n'est pas le même. On comprend bien que pour l'assureur, c'est pas le même risque. Il va devoir indemniser potentiellement plus de dommages corporels dans un cas que dans l'autre. Donc, c'est important de bien déclarer votre activité, parce que la fausse déclaration du risque, ça peut entraîner la nullité de votre police d'assurance, et donc l'assureur aura le droit de vous dire c'est comme si vous n'aviez pas de contrat, c'est nul, donc je n'indemniserai rien. Donc avant même de lire son contrat, déclarez bien votre activité, soyez précis, n'oubliez rien et faites-le par écrit. Comme ça, on ne pourra pas vous opposer une fausse déclaration du risque intentionnelle ou non intentionnelle. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Beaucoup de gens appellent leur courtier, appellent leur assureur avec qui ils travaillent depuis des années, se contentent de leur dire j'ai besoin de telle assurance et puis voilà. Et après, on lit même pas le contrat ou presque pas, on le signe et puis on s'arrête là. Première chose, bien déclarer par écrit son activité pour minimiser son risque. Une fois qu'on a bien déclaré son activité et qu'on reçoit son contrat, là, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Bah déjà, il faut regarder l'objet de la garantie. Est-ce que vous avez l'impression que l'assureur a bien compris ce que vous faisiez comme activité ? Il a bien compris votre activité professionnelle et c'est bien écrit dans le contrat. Parce que normalement, il reprend un peu ce que vous avez dit au début.
Il faut savoir qu'en assurance, il y a les conditions particulières et les conditions générales. Les conditions particulières, c'est vraiment ce qui s'applique à vous spécifiquement. Donc vérifiez que tout est bon, que tout correspond à ce que vous avez déclaré. Ça, c'est la première chose. Mais ça suffit pas. Une fois qu'on a dit, OK, c'est bien mon activité et ça garantit bien ma responsabilité civile comme je le voulais, faut aller plus loin. Faut aller plus loin et faut regarder s'il y a des conditions de garantie. C'est quoi une condition de garantie? C'est l'exemple typique de l'assurance habitation où il faut du double vitrage, ou fermer ses volets quand on part en vacances, ou avoir une porte blindée. La condition pour que le contrat s'applique, c'est ça. Donc si vous avez des conditions de garantie, vérifiez que vous les respectez, ou vous allez les respecter. Sinon votre contrat, il servira à rien non plus. Et puis une fois que ça c'est bon, et là c'est très important parce que la plupart du temps c'est en utilisant ça que l'assureur peut refuser la garantie, c'est les clauses d'exclusion. Et les clauses d'exclusion, c'est cette série-là, cet énorme paragraphe qui dit ça en garantit pas, ça en garantit pas, ça en garantit pas, ça en garantit pas. Et c'est arrivé, il y a des décisions de jurisprudence, qu'un tour opérateur prenne une police d'assurance, agent de voyage et organisation de voyage, et que dans les exclusions, il y ait « Nous ne garantissons pas les activités d'opérateurs de séjour et de voyage et de tour opérateurs ». Donc, finalement, le gars, il se retrouve avec une police d'assurance. Il a dit « Je suis tour opérateur ». On lui donne une police d'assurance qui s'appelle « Police d'assurance responsabilité civile pour les organisateurs de voyage ». Il a bien déclaré son activité, mais il y a une clause d'exclusion qui exclut purement et simplement son activité. Qu'est-ce qu'il a dit, le juge? Ah ouais, il y a une clause d'exclusion, donc le contrat d'assurance, il s'applique pas, même si le titre laisse entendre que ça s'applique. Donc, il faut, malheureusement, il n'y a pas de miracle, il faut lire. C'est long, c'est pénible, c'est pas marrant, mais il faut lire. Et donc, il faut regarder ces trois choses-là, c'est-à-dire la garantie, à quoi ça s'applique, est-ce que c'est bien votre activité? Est-ce qu'il y a des conditions de garantie? Et c'est quoi les exclusions? Pareil, vous voulez assurer les chapiteaux. Vous faites de l'événementiel, vous avez des chapiteaux. Eh ben, ils vont dire, on garantit les chapiteaux. Mais dans les exclusions, ils vont dire, on garantit pas les chapiteaux de plus de 100 personnes. Il y a une capacité de plus de 100 personnes. Et vous organisez que des grands événements avec des chapiteaux de plus de 100 personnes. Eh ben, du coup, elle vous sert à rien, cette police d'assurance. Donc, vraiment, lire les exclusions, normalement, pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient en caractère très apparent, c'est-à-dire en gras, souligné, en rouge. Sinon, elles sont pas valides. Donc, normalement, elles sont très très visibles. Si elles le sont pas, c'est qu'elles s'appliquent pas. Mais là, on rentre dans du juridique plus précis. Mais c'est assez visible et il faut vraiment les lire une à une et se dire est-ce que ça me pose problème? Parce que vous connaissez bien votre activité, vous. Voilà, encore une fois, j'ai beaucoup parlé, François, je m'en excuse platement. Mais c'est important, c'est très important de bien savoir lire ce contrat-là, parce que c'est le nerf de la guerre et ça permet vraiment de dormir sur ses deux oreilles et de pas mettre en risque son activité. Donc, en lisant, en ayant une bonne déclaration, en ayant fait une bonne déclaration de son activité, en expliquant clairement sa situation, son unicité, les risques spécifiques par rapport à cette activité, et ensuite en vérifiant les objets de la garantie, c'est-à-dire les conditions particulières, les conditions de garantie à respecter, mais aussi les clauses d'exclusion. À ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, plus ou moins, on réduit le risque d'avoir une assurance qui, en cas de pépin, va pas nous couvrir comme on le souhaitait. C'est ça? Absolument, absolument. Parce que souvent, c'est dans les clauses d'exclusion et on les lit pas parce qu'on se dit, bon, d'accord, ça... Les premières, généralement, c'est des choses hyper générales et donc on se dit, bon, ça s'applique pas à mon cas. Mais il faut vraiment toutes les lire. Parce que moi, j'ai eu le cas il y a pas longtemps sur cette histoire de chapiteaux, justement, avec des chapiteaux qui se sont envolés, qui ont causé des dommages et eux-mêmes ont été endommagés. Et les chapiteaux étaient couverts, mais pas s'il y avait plus de tant de mètres carrés ou tant de personnes en capacité. Et donc, on se retrouve avec une clause d'exclusion à contester, délicate. Et c'est dommage, parce que finalement, en ayant peut-être lu ce contrat, mais c'est pas toujours clair, attention, c'est pas forcément la faute de l'assuré, mais on minimise son risque. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que quand on est bien assuré et que tous ses prestataires sont bien assurés, honnêtement, on a plus de risque. On n'a plus de risque. C'est super. Écoute, moi, je vais mettre ça aussi dans la bio, comme ça pourra servir aux gens si au cas ils veulent avoir un petit rappel. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir, François. On se retrouve le mois prochain.
Oui, Bonne journée. bonne journée. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.